Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la situation en Ukraine, septembre 2025. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mises à jour très intéressantes. Alors, commençons. Au cours des 24 dernières heures, le président de la Fédération de Russie a fait de nombreuses déclarations très intéressantes. Il dispose d'informations de renseignements très fiables et il a déclaré que l'Ukraine contrôle actuellement la ligne de contact, simplement. Parce qu'elle dispose de forces pouvant être redéployées d'une partie du front à une autre. Mais le président de la Fédération de Russie insiste très probablement sur le fait qu'à un certain moment, les Ukrainiens ne pourront plus redéployer leurs forces d'une position à une autre, parce que ces forces seraient engagées au combat. Et, vous savez, lorsque l'on parle de la situation actuelle sur le terrain, nous pouvons voir quelque chose de ce genre, car à partir du 1er ou du 2e septembre 2025, les Russes ont repris leur grande opération offensive dans la partie nord-est de la région de Kharkiv. Discutons de cette situation en détail. Une fois de plus, les forces russes ont lancé leur opération offensive dans cette zone, quelque part entre le 1er et le 2e septembre. À la fin du 2e septembre, les sources pro-ukrainiennes ont effectué leurs premiers ajustements. Selon elles, cette immense forêt a été prise par les Russes, une forêt très vaste, comme vous pouvez le voir, et les Russes ne se sont pas arrêtés. Les Russes poursuivent l'offensive. Aujourd'hui, les sources pro-ukrainiennes ont rapporté qu'elles ont réussi à prendre le contrôle d'une autre forêt dans cette zone, dans la partie nord-est de la région de Kharkiv, à proximité du village de Krasnoprezhnia. Et comme nous l'avons évoqué il y a une minute, cela ne se produit pas parce que les Ukrainiens ont été complètement vaincus ou forcés de reculer sous la pression des forces blindées de la Fédération de Russie. Non. Depuis le début du mois d'août, les Ukrainiens ont été obligés de redéployer des forces depuis différentes régions dans la zone de la ville de Pavlivka et dans la zone de la ville de Kramatorsk, où les Russes poursuivent leur percée. Cela signifie qu'à présent, les Ukrainiens ne sont pas aussi forts dans cette zone qu'ils l'étaient il y a 1 ou 2 mois, et cette situation permet aux Russes de reprendre leur tentative d'attaque. Au cours des 24 dernières heures, comme vous pouvez le voir, de nombreux icônes et géolocalisations ont été enregistrées, ce qui signifie que les Russes ont intensifié leurs activités. Les Russes utilisent l'aviation, les drones et les troupes terrestres pour pénétrer plus profondément dans le cœur du dispositif, non seulement depuis la zone du fleuve, mais aussi depuis la zone de la ville de Volchansk. Au cours des 24 dernières heures, quelques explosions supplémentaires ont été enregistrées. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Russes ont réussi à découvrir les positions de la 57e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Puis, ils ont attaqué le bâtiment abritant des soldats ukrainiens avec une bombe aérienne. Nous pensons donc que les Russes poursuivront leur pression. Ils continueront à attaquer les forces ukrainiennes jusqu'à ce qu'ils atteignent le réservoir d'eau de Pichani ou jusqu'à ce qu'ils obligent les Ukrainiens à ramener leurs unités. Passons maintenant à autre chose et discutons de la situation dans la direction de Liman, où les Russes poursuivent leur opération offensive. Au cours des 24 dernières heures, plusieurs changements sur le terrain ont été enregistrés. Les cartographes nationaux pro-ukrainiens ont rapporté qu'à la suite d'une opération de contre-offensive, les forces armées ukrainiennes ont réussi à reprendre le contrôle de la partie centrale du village de Veliki. Comme vous pouvez le constater, les affrontements restent très violents, malgré le fait que ce village, autant que je sache, n'ait presque aucune valeur, tant pour les Russes que pour les Ukrainiens. Mais en même temps, les Ukrainiens poursuivent leur contre-attaque dans le but de contrôler ce territoire. Ainsi, telle est la situation à la fin du 4e septembre 2025 et telle est la situation à la fin du 5e septembre 2025. En même temps, des changements supplémentaires sur le terrain ont été enregistrés dans la direction de Liman. Les sources ukrainiennes ont publié cette vidéo où nous pouvons voir comment les Ukrainiens attaquaient les soldats russes qui se déplaçaient d'une position à une autre. Il y a de nombreux épisodes
montrant comment les Ukrainiens attaquaient les soldats russes qui se déplaçaient de cette lisière d'arbres vers celle-là. Il y a sûrement eu 3 ou 5 épisodes rien que dans cette vidéo. Sur la base de cette vidéo, nous sommes arrivés à la conclusion que, effectivement, au cours des derniers jours, les forces armées de la Fédération de Russie ont réussi à établir un contrôle complet sur le territoire. Par exemple, telle est la situation à la fin du 4e septembre 2025. Je tiens à vous rappeler que ces progrès sur le terrain ont été enregistrés et fournis par des sources pro-ukrainiennes, et telle est la situation à la fin du 5e septembre. Ainsi, ces zones ont été prises par les Russes, et ces informations confirment en effet que les Russes se rapprochent de plus en plus des localités de Yerilovka et de Dusha. En même temps, nous continuons à recevoir des mises à jour sur la manière dont les Russes établissent un contrôle complet sur une zone située entre les villages de Stavkin. La route d'approvisionnement est entièrement sous le contrôle des retraits FPV russes. Dans cette vidéo, nous pouvons voir de nombreux épisodes montrant comment les Russes attaquaient les unités ukrainiennes. Il semble donc que les Russes nettoient le territoire avant de commencer une autre opération offensive dans cette direction. Passons maintenant à la direction de Siversk. Au cours des 24 dernières heures, comme vous pouvez le voir, de nombreux icônes et événements ont été géolocalisés. Les Russes continuent de bombarder la ville de Siversk elle-même. L'objectif principal des forces armées russes est de localiser et de traquer autant de positions d'opérateurs de drones, FPV, ukrainiens, que possible. Dans cette vidéo, nous pouvons voir le moment où les Ukrainiens ont lancé plusieurs drones en direction des positions russes. Mais ils ont été découverts, révélant bien sûr leur propre position, et les Russes ont commencé à les attaquer. Pour l'instant, c'est donc la cible principale. En détruisant les positions ukrainiennes repliées, les Russes pourront réduire les pertes lors des éventuelles opérations offensives à venir dans cette zone. En outre, l'attention des Russes se déplace de plus en plus derrière la ville de Seversk. Dans cette vidéo, nous pouvons voir, disons, une autre zone de destruction, très probablement, ou un autre contrôle sur une ligne d'approvisionnement. Les Ukrainiens essayaient d'amener des forces, mais les Russes ont attaqué les Ukrainiens en utilisant des drones FPV. La même situation s'est produite autour de la route T05-13. Les Russes ont attaqué des positions ukrainiennes profondément à l'intérieur du territoire ukrainien, derrière la ville de Seversk, dans le système forestier. Selon les informations que nous avons, les Russes ont détruit un autre système d'artillerie des forces armées ukrainiennes que les Ukrainiens utilisaient pour attaquer les forces russes alors qu'ils se déplaçaient vers l'est de la ville. Ainsi, de plus en plus de mises à jour arrivent de cette zone, mais toujours sans changement sur le terrain. Nous pensons que dans les jours à venir, les Russes pourraient lancer leur grande opération offensive dans le but d'améliorer leur position, notamment depuis la direction sud, depuis le sud de la ville de Seversk. Nous passons maintenant à la direction Kramatorsk-Kremina. Cette zone est probablement la direction la plus importante des 24 dernières heures. Aujourd'hui, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie a rapporté que, à la suite d'actions actives et décisives des unités du groupe sud des forces, les Russes ont réussi à établir un contrôle complet sur le village du nom de Marivka. Ainsi, ce village, selon le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, a été pris à la fin du 5e septembre. Voici la situation sur le terrain. Selon la fin du 4e septembre, et selon le rapport du ministre de la Défense à la fin du 5e septembre, nous avons colorié le village de Marivka comme étant sous contrôle total des Russes. D'ailleurs, un autre point important que je souhaite attirer à votre attention, ce village est très important, mais il y a beaucoup de détails très intéressants sur la situation autour de ce village. Ainsi, sûrement, la discussion de ces détails vous donnera des mises à jour supplémentaires et une compréhension plus approfondie de la situation au nord et au nord-est de la ville de Kostiantynivka ou au sud-est de la ville de Kramatorsk. Tout d'abord, une situation très intéressante se situe autour de la localité de Nova Marivka. Si vous regardez les cartes de différents cartographes, vous ne pourrez pas voir que le village de Nova Marivka, disons-le, est colorié. Donc, pour dire la vérité, nous sommes sûrement les seuls cartographes à avoir colorié le village de Nova Marivka comme étant
sous contrôle total russe. Pourquoi avons-nous fait cela? Tout d'abord, et surtout, c'est que durant le mois de mars 2025, plus précisément le 14e mars 2025, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie a rapporté que les Russes avaient établi un contrôle total sur la localité de Novomarivka. Ainsi, sûrement, il y a presque 6 mois, les Russes ont établi le contrôle sur le village de Novomarivka. Et il y a presque 6 mois, nous avons colorié cette zone comme une zone sous contrôle total russe. Donc, c'est le premier détail très important concernant les progrès russes sur le terrain de ce côté du canal Seversky-Donetsk. Un autre détail important concernant les villages de Novomarivka, Marivka, May et Fedorivka, nous pouvons le trouver dans le rapport publié par le chef d'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie. Je voudrais vous rappeler que le 13e août, le chef d'état-major général de la Fédération de Russie, Valery Gerasimov, a révélé la carte de cette direction. Et lorsqu'on parle de cette carte, cette zone, cette poche est la plus importante, parce que c'est exactement la zone où se trouvent les villages de Novomarivka et Marivka. Et nous avons discuté de cette carte il y a plusieurs jours, lors du rapport fourni par Valery Gerasimov. Il y a, à quelques jours, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'il y a 3 poches de résistance des forces armées ukrainiennes. La première est celle-ci. Cette poche est semi-encerclée. Cette poche et cette autre poche ont été encerclées par les Russes au moment où Valery Gerasimov faisait son rapport. Et quand on parle de ces poches de gauche, poches d'angle, poches de bord, c'est exactement le village de Novomarivka qui a été pris par les Russes aujourd'hui. Alors maintenant, revenons à notre carte et redessinons une fois de plus les changements dans la ligne de contact fournie par le chef d'état-major sur cette carte, afin de mieux comprendre la situation qui se déroule sûrement actuellement. Ainsi, encore une fois, selon Valery Gerasimov, à la fin du 30e août 2025, les forces blindées de la Fédération de Russie avaient établi un contrôle total sur ces territoires. Le village de Fedorivka, à la fin du 30e août 2025, était encerclé par les Russes. Le village de Marivka était également encerclé par les Russes. Et le village de May était à moitié encerclé par les forces armées de la Fédération de Russie. 6 jours plus tard, à la fin du 5e septembre 2025, les forces armées de la Fédération de Russie ont sécurisé l'un de ces 3 villages, sûrement selon la carte de l'état-major général et la situation actuelle sur le terrain. Nous pensons que les Russes, dans les prochains jours, prendront le contrôle total du village de Fedorivka et que sûrement le village de May sera également pris par les Russes. Alors maintenant, la question, que se passe-t-il exactement ici en ce moment? Parce qu'évidemment, quelque chose de grand et d'important se déroule. Pour comprendre quel genre de barrière nous pouvons voir ou trouver dans cette zone, je voudrais attirer votre attention sur cette voie ferrée. C'est la voie ferrée qui relie la ville de Chazivyar à la ville de Kramatorsk. Et en gros, cette voie ferrée divise cette direction en 2 parties. Quand on parle de la distance entre le canal Seversky-Donetsk et la route N20, c'est la route la plus importante que les Ukrainiens utilisent pour soutenir leur position sur le territoire du conglomérat de Kostiantynivka. La voie ferrée divise cette zone en 2 parties. Nous voyons maintenant que les Russes vont sûrement avancer davantage. Et l'objectif principal pour les Russes est de progresser afin d'établir un contrôle total sur la localité de Bilusminka. Ce village est situé entre ces 2 bras et cette voie ferrée, ce qui signifie que si les Russes réussissent à prendre ce territoire sous contrôle total, les Ukrainiens n'auront aucune chance de rétablir le contrôle de ce territoire par des contre-attaques, car les barrières naturelles du terrain ne leur permettront pas de le faire. En même temps, nous nous attendons à ce que les Russes poursuivent leurs opérations offensives le long des voies ferrées, comme ils l'ont fait en 2024, lors de la bataille de Selidov, après les combats. Donc, si à la fin, les Russes parviennent à prendre le contrôle total de cette poche, entre les voies ferrées, entre le canal du Donbass, nous parlons de tous ces villages, Kusminka, Fedorivka, May, Velyubka, Popasna, Baizim et Kalino.
Cela permettra aux Russes de raccourcir la distance vers la ligne principale d'approvisionnement et la distance serait d'environ 5 km depuis cette position et juste, disons, 3 à 4 km depuis cette position, ce qui est déjà rien pour les drones FPV, pour l'artillerie et pour les groupes de sabotage et de reconnaissance. De plus, cette percée permet aux Russes de se déplacer plus loin dans la direction nord-ouest, vers l'aérodrome de Kramatorsk, une zone fortifiée très importante, où les Russes attaqueront sûrement tôt ou tard. La question est, vont-ils le faire maintenant ou après la fin de la bataille de Kostiantynivka? Quelque chose d'important se passe exactement ici. De plus, au cours des 24 dernières heures, plusieurs cartographes Nelson et ressources pro-occidentales ont rapporté que le premier groupe de sabotage et de reconnaissance des forces armées de la Fédération de Russie est entré dans la localité de Pischanka, ce qui signifie qu'ils ont réussi à traverser la rivière Severkat et à franchir les voies ferrées dans cette zone. Selon les informations dont nous disposons, et selon la même ressource, les Russes ont réussi à infiltrer les positions ukrainiennes et à pénétrer dans la partie sud-est de la ville de Kostiantynivka, dans cette zone résidentielle. Pour l'instant, les Ukrainiens, selon la ressource pro-occidentale, disent que sûrement il ne se passe rien. Ils essaient de nous dire qu'il ne s'agit que d'un groupe de sabotage et de reconnaissance qui a réussi à entrer dans les deux villages, les deux territoires, et selon les ressources pro-occidentales, ces deux groupes infiltrés seront détruits dans les prochaines heures par les forces armées ukrainiennes. Ceci vient du premier côté, mais de l'autre côté, c'est un signal très 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 étrange et très très difficile, très très fort, venant du côté ukrainien. C'est parce que actuellement, ils n'ont probablement pas de ceinture de défense monolithique dans cette zone. Et si le premier groupe de sabotage et de reconnaissance des forces armées de la Fédération de Russie est entré dans les villages de Pavka et dans le duché sud-est de la ville de Kostiantynivka, cela signifie que ce n'est que le début. Très probablement, dans les prochains jours et heures, nous allons recevoir de plus en plus de mises à jour de ce type. De plus, plusieurs ressources fiables pro-russes ont rapporté qu'elles ont réussi à resserrer les informations autour des positions ukrainiennes sur le territoire de cette immense forêt. Il semble que les Ukrainiens vont se retirer de cette zone, de toute la partie sud-est de la direction de Kostiantynivka dans les prochains jours, voire peut être même dans les prochaines heures. Donc pour résumer encore une fois, la situation pour les forces blindées ukrainiennes au sud, au sud-est, à l'est et au nord-est de la ville de Kostiantynivka devient critique, sans aucune chance pour les forces blindées ukrainiennes de rétablir le contrôle sur le territoire et de restaurer probablement le niveau de ceinture de défense que nous avions l'habitude de voir dans cette zone lors de la bataille pour la ville de Chassiviar. Ainsi, semble que après la chute de la ville de Chassiviar, tout a commencé à s'effondrer beaucoup plus rapidement. Maintenant, parlons de la glimération de Pakos. Au cours des 24 dernières heures, des changements supplémentaires sur le terrain ont été enregistrés. Les Russes ont réussi à rétablir le contrôle, au moins sur la partie centrale, et la partie est du hameau de Vna. Nous sommes arrivés à cette conclusion en nous basant sur cette vidéo publiée par des sources ukrainiennes. Ici, nous pouvons voir comment les Ukrainiens lançaient des bombes sur les positions des forces blindées de la Fédération de Russie sur le territoire du hameau. Et sur la base de cette vidéo, nous avons ajusté cette partie du hameau. De plus, nous pensons que les Ukrainiens ont réussi à rétablir un contrôle complet sur les voies ferrées entre le village de Rodinsk. Nous sommes arrivés à cette conclusion en nous, basant sur la vidéo publiée par le 425e régiment d'assaut séparé, Skala. Ici, nous pouvons voir comment les Ukrainiens attaquaient les Russes et selon cette vidéo, jusqu'à 10 soldats russes, ou peu, être plus, ont été capturés à ces 3 points. Quant à la Pakhovation elle-même, actuellement, il y a de très violents combats entre les armées russes et ukrainiennes, mais une autre journée presque sans changement sur le terrain. Les Russes
pour supprimer les positions ukrainiennes, pour immobiliser les Ukrainiens et pour réduire les forces ukrainiennes dans cette zone, utilisent leur groupe de retrait FPV le plus important et le plus puissant. Nous parlons des forces Rubicon. Ils publient chaque jour des dizaines d'épisodes montrant comment ils attaquent les positions ukrainiennes sur le territoire de l'élimination. Quant à la ville de Pakos, au cours des 24 dernières heures, les Russes ont amélioré leur position dans la partie centrale et la partie sud-ouest du hameau. Ce rapport a été publié par des cartographes naturels. Quant à la fin du 5 septembre, nous n'avons toujours rien reçu pouvant confirmer la présence de la Fédération de Russie sur le territoire de la ville de Pakhovsk dans sa partie centrale. Au cours des 24 dernières heures, les Russes ont repris leur opération offensive. Dans la zone du village de Nova Pavlivka, plusieurs ressources très fiables pro-russes ont rapporté que des tranchées, des bastions et des lignes d'arbres entre les villages de Ryorivka et le hameau de Nova Pavlivka ont été pris par les Russes. Les Russes ont pris le contrôle des lignes civiles et progressent davantage. De plus, je voudrais vous rappeler que, au cours des jours précédents, de très violents combats ont été enregistrés autour du hameau de Marivka. Si vous vous souvenez, il y a 2 jours, nous avons reçu la vidéo montrant comment les Russes suggéraient aux Ukrainiens de se rendre. Ils leur ont remis cette liste où ils pouvaient trouver la manière dont les Ukrainiens pouvaient obtenir de courtes instructions pour se rendre. Et juste après cette vidéo, les Russes ont commencé leur opération d'assaut. De plus, nous avons beaucoup de vidéos dans cette zone provenant du village de Filia. Maintenant, les Russes essaient de sécuriser la forêt au nord du hameau, ce qui signifie qu'ils préparent ce point d'appui avant une possible opération offensive également, en direction du hameau de Nova Pavlivka. Il semble qu'avant d'avancer davantage en direction de Zaporizhia, profondément à l'intérieur de la nouvelle pro-région, les Russes ont décidé de maintenir et de raccourcir les lignes entre le hameau de Velika Pavlivka et le hameau de Kamar. Ainsi, cette partie des régions de Donetsk et Dnipropetrovsk, les Russes, ont pour mission de la prendre dans les mois à venir. Quant à la direction de Zaporizhia, les Russes poursuivent leur opération offensive. Quant aux 24 dernières heures, nous n'avons presque rien reçu concernant cette zone. Nous continuons à recevoir de plus en plus de mises à jour de la zone de direction. Les sources ukrainiennes et les ressources pro-russes rapportent que presque chaque jour, les Russes mènent une autre opération offensive dans le but de tester la défense ukrainienne. Les Ukrainiens de la 65e brigade mécanisée repoussent cette attaque et ensuite tout recommence depuis le début. Ainsi, actuellement, les Russes, probablement, cette direction est la plus active au même niveau que les directions de Kostiantynivka et Pakos. Très probablement, dans les prochains jours, nous allons recevoir les premiers changements sur le terrain et très probablement, les Russes sont sur le point de reprendre leur opération offensive dans la direction ouest de Zaporizhia. Quant à cette zone, nous avons une autre vidéo montrant comment les Russes ont commencé à bombarder et attaquer le hameau de Stepnoïrsk avec des systèmes de lance-roquettes multiples. Et ces attaques, tout d'abord, nous rappellent qu'une sorte de préparation d'artillerie a commencé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Nous condamnons toute violence dans le monde. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez votre like, rejoignez mon Patreon et passez une bonne journée. Au revoir.